Bonsoir à tous et bienvenue dans Ketchup Mayo, votre rendez-vous hebdomadaire tous les lundis à 18h30 pour débriefer de l'actualité du week-end et de la semaine. Nous allons parler, comme la semaine dernière, de rugby, de Formule 1, de NBA et de foot. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec notre première thématique. Merci encore à tout le monde de nous avoir suivis. On a fait vraiment des beaux chiffres sur cette première émission de Ketchup Mayo. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitch, sur les réseaux sociaux Innov Live et Innov Bordeaux et sur la chaîne YouTube du coup de Innov Bordeaux si jamais vous loupez les directs. On va passer du coup à la première partie sur le rugby. Allez Romain, oh oui, formidable avec Jaminet. Jaminet, il y a un coup à jouer parce que qui est là? Le ministre de l'Intérieur, évidemment. Et pour cette première partie, comme la semaine dernière, je suis accompagné de Gauthier. Salut Gauthier. Salut Guillaume, ça va bien? Ça va très bien, merci. On va du coup passer en revue un peu les résultats du top 14. Ouais, top 14 pour commencer. On a eu un week-end, comme d'habitude, hein, mais un peu plus tranquille que la semaine dernière, on va dire. Ouais. Avec un choc, du coup, dont on parlera à la fin. Toulouse, C'est ça. UBB. Avant dont on vous a cela, parlé. du coup, on a Clermont-Biarritz. Ouais, Clermont-Biarritz, avec un triplé de Johan Bérégaray. Bérégaray. Je suis désolé, hein, si j'écorche le nom, peut-être qu'il regarde le live. Je m'excuse d'avance. Talonneur de Clermont, triplé, incroyable match de sa part, qu'on a vu sortir de nulle part. D'ailleurs, pour se féliciter, il allait boire un bon cul sec de bière à la fin du match. Petite anecdote, ça l'a mis bien. Castres 25-3 face au Racing. Ouais, alors, victoire à domicile de Castres. Du coup, Castres qui reste invaincu à domicile, comme Toulouse et Bordeaux-Bègles en fait. C'est les trois seuls clubs qui sont encore invaincus à domicile. La grosse claque du week-end, elle est signée le Loup, les Lyonnais qui vont battre 41-0 Brive. Ouais, Lyon qui est allé marcher sur Brive, hein, tout simplement. Hein. Le match était un vrai chamboule-tout. Les Lyonnais ont vraiment fait tomber un par un tous les joueurs de Brive. Match nul entre Pau et Toulon. Ouais, entre Pau et Toulon. C'était marrant parce qu'au début du match, le ballon du match a été amené par hélicoptère. Donc il y a un hélicoptère militaire qui est venu déposer le ballon du match. Et puis au final, ils ont décidé de faire la paix, pas de vainqueur, 16-16. Très bien. Et puis l'affiche d'hier soir entre le Stade français et La Rochelle, 25-20 pour le Stade français. Ouais, le Stade français qui ça lui fait du bien d'aller gagner, de gagner face à La Rochelle parce qu'ils étaient dans les places de relégation. Et donc, qui remontent un petit peu dans le classement, ils étaient à la limite, ils étaient sur la sellette, et du coup, ça remet du baume au cœur au Stade français. Au classement, vous le voyez donc, l'UBB qui prend la tête. Nous allons parler du coup de ce match dont on avait évoqué la semaine dernière. L'UBB qui gagne 17-7 face à Toulouse. Ouais, l'UBB qui jouait à domicile, match très attendu, forcément, entre le numéro 1, du coup, qui était Toulouse à l'époque, et face à l'UBB. On a eu un match, du coup, un peu moins champagne comme on l'avait imaginé. On avait les retours du coup des internationaux, on avait Ntamak, Jalibert et Antoine Dupont qui étaient revenus, notamment, il y en avait d'autres aussi. Movaka aussi. Ouais, Movaka évidemment. Et on a eu du coup un Jalibert qui est sorti à la mi-temps, on se disait que ça allait peut-être gêner l'UBB, et au final l'UBB qui a déroulé, l'UBB qui a été plus présent sur les rucks que Toulouse, Toulouse qui s'est fait complètement étouffer, donc on a eu un match au final bien maîtrisé par l'UBB. Il y avait eu des directives de la part de l'entraîneur qui étaient de vraiment mettre la pression sur les rucks, ne pas les laisser jouer avec le ballon, c'est ce qui a été fait. Et on a vu que ça a marché et grand bravo à l'UBB qui est allé récupérer la première place face à Toulouse. L'UBB, est-ce que selon toi, l'UBB a l'effectif et assez armé pour garder cette première place du top 14? Ouais, totalement. Alors forcément, ce n'est qu'à partie remise, hein, il y aura un match retour. Et puis il y a toute une saison encore, donc rien n'est joué. Ils sont juste devant Toulouse. Moi je pense que franchement il y a deux équipes en ce moment en haut du top 14, c'est Toulouse et Oui, UBB. Ils sont vraiment au top. Après, est-ce que UBB pour l'instant est meilleur que Toulouse? Je pense que c'était sur un match. Toulouse ne se feront pas réavoir comme ça une deuxième fois, je pense. Quand on voit l'effectif de stars de Toulouse, tu as dit, hein, le nombre de stars. Ouais, mais bien sûr. Et puis ils ont un des meilleurs joueurs du monde en ce moment à son poste, qui est Antoine Dupont. Ouais. Alors, je pense qu'ils ont été surpris de la combativité. Je pense qu'ils y allaient pas avec le couteau entre les dents comparé à l'UBB. Comme disait l'entraîneur de Toulouse, ils y allaient pour jouer un match de rugby, alors que l'UBB y allait pour gagner vraiment la première place. Donc ouais, Toulouse avait beaucoup à perdre, mais ils y allaient plutôt tranquille. Et puis
disons que ce n'est que partie remise et que le championnat ne se jouait pas forcément sur ce match. Très bien. Donc, pas de top 14 la semaine prochaine? Ouais, non, pas de top 14 la semaine prochaine. On reste sur le championnat européen, donc début de Champions Cup et de la Challenge Cup. Très bien. Et du coup, pour continuer sur cette partie rugby, tu veux nous parler de rugby à 7? Ouais, alors je vais vous faire une petite rubrique cette semaine de rugby à 7. Un rugby, un format un peu méconnu. Donc le rugby à 7, c'est tout simplement exactement pareil que le rugby, mais c'est 7 contre 7. Donc voilà, donc il faut savoir qu'il y a une équipe de France de ce rugby à 7 et qu'il y a un circuit mondial tout au long de l'année. Et du coup, ce week-end, c'était le tournoi de Dubaï, donc qui était la deuxième partie, la deuxième étape de ce championnat du monde. Et du coup, je vais vous parler un petit peu de comment ça s'est passé. En fait, c'est des matchs qui se jouent 2 fois 7 minutes. Donc on a 7 minutes au début, mi-temps, et puis 7 minutes au deuxième mi-temps. Et du coup, c'est plusieurs matchs qui se jouent sur la même journée. Et du coup, on a une équipe homme et une équipe femme qui jouent en fait sur le même week-end. Donc vous pouvez les retrouver. C'est diffusé par sur Canal+. Sur Canal+. Sur Canal+, c'est diffusé. Donc si ça vous intéresse, c'est un rugby qui est beaucoup plus dynamique forcément. Ouais. Ça joue sur grand terrain. Ça joue sur terrain de rugby à 15. Et du coup, forcément, on a le droit à plus de changements. On a le droit à forcément une mi-temps moins longue. Et du coup, il y a beaucoup plus d'essais. Il y a beaucoup plus de mouvements, les gabarits sont forcément un peu plus light. Ouais. Il y a moins besoin de taper, c'est beaucoup de passes. Donc juste pour vous récapituler, ce qui s'est passé ce week-end, on a eu la France du coup qui a fait 4ème, l'équipe homme, 4ème et qui est 7ème au général, du coup de la Coupe du Monde. Et les femmes par contre qui sont allées faire 3ème, et du coup qui sont 3ème aussi au général, un petit peu pour cette partie. C'est un championnat du monde, hein, c'est ça du Ouais, coup. c'est vraiment le classement championnat du monde. Ok, c'est une discipline qu'on découvre pendant les JO. Moi je sais que j'avais découvert ça parce que le rugby à 15 n'est pas présenté aux Jeux Olympiques, le rugby à 7 l'est en effet. Alors tout à fait, mais alors ce qu'il faut savoir c'est que souvent il y a des gens qui disent ouais mais c'est bizarre, l'Angleterre ou même la France n'est pas forcément aussi forte qu'au rugby à 15, mais en fait c'est pas du tout les mêmes joueurs. On retrouve des joueurs en rugby à 15 qui jouent en rugby à 7. Ah, ok. Du coup c'était... je saurais plus dire, mais je sais qu'il y a eu plusieurs joueurs en équipe de France qui ont été sélectionnés qui venaient du rugby à 7. Et puis mais en fait ça navigue, c'est des sélections différentes en fait totalement. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup Gauthier, tu restes avec nous comme la semaine dernière pour parler Formule 1. Un gros débrief de Formule 1 nous attend tout de suite, générique. Accélère, accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly. Le combat du siècle titre l'équipe après ce dimanche de Formule 1. Victoire de Lewis Hamilton, deuxième Max Verstappen. Comment s'est passé ce Grand Prix du coup? Ça a été une très très grosse bataille en effet ce Grand Prix. On a eu tout et rien dans ce Grand Prix. Ça a été l'un des plus riches en rebondissements et en imprévus. Je pense qu'on a eu quand même 3 départs sur un seul Grand Prix. Et il y a eu 4 pilotes qui ont fini out, donc qui n'ont pas fini la course. Donc on a eu Perez notamment, donc le deuxième pilote de Red Bull. On a eu Mazepin, Schumacher et Russell de chez Williams. Donc c'est quand même beaucoup pour un seul Grand Prix. Et donc le petit point classement, donc en effet Hamilton premier avec le meilleur tour. Verstappen en 2, Bottas en 3, Ocon en 4. Grosse surprise, un Français. Et il avait la 3ème place jusqu'aux 2 derniers mètres. Sur 308 km, c'est ça, jusqu'aux 2 derniers mètres où il finit 4ème derrière Bottas, c'est terrible. Et on a Ricciardo en 5 qui a fait une très belle course, qui part quand même 11ème. Et là, il va trouver sa place dans tous les arrêts, les départs, à se faire sa place et à finir 5ème. Et Gasly qui finit 6ème pour sa 100ème c'est son 100ème point. Son 100ème point, exactement. Record en carrière pour Pierre Gasly. On reviendra juste après sur lui, j'aurai 2-3 questions à vous poser dessus. Du coup, sur ce Grand Prix, on va commencer peut-être par les Français, Cocorico. Ocon, du coup, qui termine 4ème. Il a été même leader à un moment. Il a fait une très belle course. Il a fait une très belle course. Et il arrive à maintenir Bottas derrière lui pendant très longtemps, mais au final, sur quelques mètres, tu l'as dit. Sur les 2 derniers mètres, quelque chose comme ça, il me semble, sur la ligne d'arrivée. Et c'est Bottas qui arrive, comme on connaît les Mercedes, en ligne droite, en pleine balle. Et sur les 2 derniers mètres, il le mange. Les Alpines sont un peu mieux. En ce moment, on a eu Fernando Alonso qui était podium il y a 3 semaines. Ocon qui loupe de rien. C'est intéressant cette première saison d'Alpine finalement. Très intéressant. Elle avait un peu de mal à se trouver début, milieu de saison. Et ça commence à se régler. Les voitures commencent à être plus performantes sur le circuit, on le voit.
Et sauf ce week-end pour Alonso, par contre, qui lui n'a eu très très peu de Grand Prix, on l'a très peu vu. Ouais. Il a été dans le fond de la grille. Et puis, pas loin de taper. Hein. Il fait un tête à queue où il est à 2 doigts de se planter et on sait pas par quel miracle. Très chaud à ce moment-là. Ouais. Et puis on a eu un Ocon aussi qui était fort sur le volant aussi. Il a quand même très bien manœuvré, et là, notamment où il prend la tête de la course. Il passe, il zigzague un petit peu dans les virages, non, Ocon qui a... c'est au 2e départ, il me semble, où il arrive à se glisser entre Hamilton et Verstappen. Et après, avec au 3e départ, il arrive à être premier à ce moment-là, et après il se fait dépasser par Hamilton et Verstappen, les deux. Mais il tient très très longtemps 3e, une vingtaine de tours, il me semble, quelque chose comme ça. Et il tient en 3e place. Donc un très gros week-end pour Ocon quand même. Ouais. Et pour revenir à une question que tu m'as posée la semaine dernière, Guillaume, sur l'utilité de Bottas et Perez face aux deux qui jouent le titre mondial, donc Hamilton et Verstappen. Donc pour Perez, ça n'a pas été un très gros week-end. Il a eu du mal. Hein. Il a pas fait tout pas fait l'enfeu, quoi. Non, c'est exactement. Il était pas très gênant à la fin, quoi. C'est ça. Et même Bottas n'a pas été très utile au clan Mercedes, à part au début, les 10 premiers tours. Il fait quand même un bon tampon, et même un tampon pas très réglementaire à des moments. La première safety car, donc, qui arrive justement aux alentours du tour 11, il me semble. Bottas laisse Hamilton prendre le large, et il faut savoir que quand il y a une safety car, on n'a plus le droit de dépasser. Et donc Bottas est devant Verstappen, et il le ralentit volontairement pour qu'Hamilton puisse prendre le large pour quand ça va partir. Donc ça, c'est pas très juste. Le clan Red Bull a un peu crié sur ça. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Alors t'es revenu sur les accidents, deux drapeaux rouges, c'est ça. On a du coup, pendant ces virtual safety cars qui sont sortis un paquet de fois à cause de débris, il y a Verstappen et Red Bull qui ont un peu rouspété contre l'écart que laissait Lewis Hamilton, qui n'était pas réglementaire et qui lui permettait un peu de chauffer ses pneus. Au final, à la fin, c'est Max Verstappen qui est sanctionné de 10 secondes de pénalité pour le crash qu'il y a eu, parce qu'il y a eu un crash finalement, quand même contact. Entre... Ouais, voilà, un crash c'est un bien grand mot, mais un contact quand même, mais conséquent, parce qu'on s'est demandé si Lewis Hamilton n'allait pas devoir passer au stand. Est-ce que c'est mérité, ces 10 secondes de pénalité sur l'ensemble même de la course, que ça soit plus Verstappen, alors les deux ont eu des torts à des moments. Mais Verstappen a pris 10 secondes, il a déjà pris 5 secondes avant. Oui, c'est ça. C'est ça. Dans un virage, non, il le pousse. C'est ça, mais... Et donc les 10 secondes, c'est très compliqué à dire pour les 10 secondes de pénalité, parce que c'est au moment où Verstappen, son ingénieur, lui dit qu'il doit rendre la place à Hamilton qui est derrière lui, parce qu'il l'avait dépassé en sortant du circuit, ce qui est interdit. Il devait lui rendre la place, sauf qu'Hamilton n'avait pas eu l'information, et c'était juste avant une zone DRS. Donc dans une zone DRS, le deuxième a l'avantage. Et donc à ce moment-là, Verstappen se dit bon je lui laisse maintenant, il repasse premier, je le rattrape dans les 2 secondes qui suivent. Sauf qu'Hamilton n'a pas voulu se laisser faire, parce qu'il savait très bien ce qui allait se passer comme ça, donc il est resté derrière. Et Verstappen a fait un brake check, donc c'est un blocage de roue, c'est ça, un blocage de roue pour jouer avec le pilote de derrière. Sauf que ça a fait contact du coup avec l'aileron avant d'Hamilton. Et c'est là qu'il a pris 6 secondes de pénalité. Alors, est-ce qu'elles sont justifiées ? Une pénalité est justifiée parce que c'est très dangereux comme de faire ça avec aussi peu d'écart et sur un circuit comme ça. Après 10 secondes, est-ce que c'est trop ou pas assez ? C'est difficile à dire. On sait que Hamilton avait fait un peu la même chose, mais sans le contact, avec Kimi Räikkönen en 2008. Il avait pris 25 secondes de pénalité. C'est énorme. C'est énorme, en passant deuxième à ce moment-là pour rattraper après le DRS, comme expliqué. Donc la pénalité, oui, elle est nécessaire parce que c'est dangereux, et Verstappen avait déjà un comportement quand même assez dangereux pas longtemps avant, en coupant la route au premier virage justement, en coupant la route en sortant des lignes, ce qui fallait 5 secondes de pénalité. Donc il fallait mettre une pénalité, je pense, à Verstappen à ce moment-là. Donc oui, pour moi, elle est méritée. Après 10 secondes, est-ce que c'est trop pas assez ? Ça, c'est très difficile à dire. C'est la FIA qui juge, et ils ont eu beaucoup de travail ce week-end. Ils ont eu beaucoup de travail, tu l'as dit. Tout au long de la course, énormément de tension, donc forcément énormément de travail pour les... Ça râlait, ça réclamait pendant la première heure, ça se pointait du doigt, les erreurs ça de râlait, l'autre. Même pendant qu'ils étaient au stand. Et même par l'intermédiaire de la radio, ils l'ont beaucoup fait. Ils l'ont beaucoup fait par la radio, parce que les pilotes parlent avec leurs techniciens, et les directeurs de course entendent toute leur communication. Du coup, ils se plaignaient à leurs techniciens, mais c'était pour les directeurs de course, ça allait très bien. Au final, du coup, à la fin de ce premier Grand Prix, parce que c'était le premier Grand Prix de Jeddah en Arabie Saoudite, toi, Gauthier, qui découvre la Formule 1 cette année, après s'être un peu emmerdé sur les 2 derniers Grands Prix au Brésil, et puis c'était au Qatar, c'est ça ? Ouais, au Qatar.
On a pris du plaisir sur ce tracé-là finalement. Ouais, moi troisième Grand Prix que je regarde en direct et du coup en live, début de la Formule 1 pour moi. Et ouais, grosse surprise en fait. Forcément, on peut voir un peu ce sport comme un peu ennuyant et au final, comme on l'a vu ce week-end, c'était totalement l'opposé. On a eu énormément de rebondissements, des accidents, même si c'est pas souhaitable forcément, mais du coup c'est un peu spectaculaire. Ouais, puis faut dire c'est vrai qu'on a une saison qui est quand même impressionnante. On a une parfaite égalité entre les deux coureurs là à la sortie de ce Grand Prix. Moi je trouve la tension elle est au maximum. Moi je suis Team Verstappen, je sais pas trop pourquoi, mais j'ai un peu choisi l'adhésion du clan. Ah ouais, c'est ça, un peu arrivé. Mais ouais, je sais que mon collègue est pro Hamilton. Un mais, peu plus. Non, mais c'est bien, c'est bien. Il aura forcément à courir à le champagne la semaine prochaine. Donc, mais ouais, non, du coup, belle découverte pour moi pour la Formule 1 et hâte du prochain Grand Prix là, de voir cette finalité quoi. Mais pour la première de ce circuit-là, on est sur un circuit quand même qui est très dangereux. Est-ce qu'il vaut vraiment le coup? Parce que les murs sont très resserrés. On a eu de gros accidents en week-end. Parce qu'on a eu donc les 4 accidents de dimanche, donc de Grand Prix de Formule 1. Mais il y a eu en F2 un gros accident. Un très très gros accident qui a impliqué Fittipaldi et Pourchaire. Et là, ça a été un gros accident. Après, cet accident-là n'était pas à cause du circuit en lui-même. Mais il y a quand même de nombreux accidents à cause du circuit. Il y a eu Leclerc en entraînement, vendredi ou samedi, il me semble, qui a pris le mur comme Mazepin l'a pris dimanche. Donc il est quand même très dangereux et beaucoup de pilotes se sont plaints. Il y a beaucoup de pilotes qui se sont plaints de la dangerosité du circuit pour pas grand-chose au final. Problème de visibilité surtout. Surtout ça. Problème de visibilité dans les virages. Ouais. Donc est-ce qu'il va rester en Formule 1 sous cette forme-là? Est-ce qu'il va être un petit peu modifié? C'est encore dur à dire. Ok. Mais très intéressant à regarder par contre. Pour finir sur ce Grand Prix, après on va se projeter un peu plus sur le prochain et dernier Grand Prix. Tu l'as dit tout à l'heure, Gasly qui dépasse son record en carrière, 100 points. Est-ce que tu penses qu'à moyen terme, Gasly qui fait une saison exceptionnelle avec AlphaTauri peut essayer d'espérer trouver un baquet dans une écurie de renommée un peu plus supérieure? On espère en tout cas, parce que là donc, il y a une deuxième équipe de Red Bull, il avait été un temps chez Red Bull et les résultats n'avaient pas plu au clan Red Bull, donc il avait relégué à une deuxième équipe. Mais on voit bien par exemple comparé à son collègue d'AlphaTauri, Yuki Tsunoda, Gasly est quand même très très bon pour cette écurie là, et je pense qu'il mériterait d'avoir une plus grosse écurie, mais c'est dur à dire parce que c'est des changements, il y a que 20 places en F1 dans le monde, donc c'est très dur de changer d'écurie. On est un peu tard dans le mercato, beaucoup de changements ont déjà été faits. Cette année c'est fait, il y a d'ailleurs Giovinazzi qui va finir out, c'est lui le grand perdant un peu de ces chaises musicales qui est assez sympa d'ailleurs aussi quand on regarde la Formule 1. Ligue fermée dit que s'il y en a un qui prend sa retraite, comme Raikkonen cette année, derrière c'est toute une chaise musicale entre qui prendra le baquet de pied. Avec les futurs de ceux qui sont en F2 actuellement et qui font des très bons scores et qui sont payés par les écuries. Mais on espère pour Gasly de voir dans une plus grosse écurie très prochainement. Comme laquelle par exemple, si tu devais te mouiller, où t'aimerais le voir peut-être? Une probabilité sur peut-être un peu plus long terme, on sait pas, mais un Hamilton qui part en retraite. Pourquoi pas un Gasly chez Mercedes? Il est encore jeune, donc beaucoup de talent et d'espoir pour le futur, avec un Russell en plus. Ce serait 2 jeunes pilotes très très compétitifs et compétents. Magnifique. Très beau, mais après ça manquerait un petit peu d'expérience dans l'écurie. Du coup, donc est-ce que ça va être la décision de Mercedes? Je sais pas, mais même dans des écuries sans passer par Mercedes, mais même des McLaren ou des Ferrari, si Ferrari remonte un petit peu. S'ils arrivent à refaire des voitures un peu plus compétitives. Exactement, mais pareil, c'est des places qui sont déjà prises. C'est bouché chez Ferrari, peut-être McLaren avec un Ricciardo qui est pas dans l'élan de Norris, peut-être qu'un Gasly pourrait venir profiter de cette place-là. Comme tu l'as dit, après la retraite d'Hamilton, avec un Russell serait magnifique. Pour la semaine prochaine, du coup, c'était la première fois depuis 1974 et Regazzoni et Fittipaldi qu'il n'y avait pas eu cet écart de 0 à la fin du dernier, avant le Grand Prix. 169,5 points de part et d'autre. Si les deux se plantent dans le premier virage, ce serait Verstappen qui gagnerait avec 9 victoires cette année de Grand Prix contre Lewis Hamilton. C'est important quand même de le rappeler. Hamilton est à 8, il me semble. Il est à 8, exactement. Ce Grand Prix-là, il est peut-être, et c'est ce qu'on a entendu dire pendant le Grand Prix, qu'il serait peut-être à l'avantage de Red Bull et de Verstappen parce qu'il serait un peu plus sinueux. Il a été refait cette année, le Grand Prix d'Abu Dhabi. Ils ont modifié plusieurs virages afin de laisser un peu plus de spectacle et plus de zones où on peut dépasser. Donc un peu plus de combat de roue contre roue.
Donc au final, par exemple, pour ce week-end-là, ça devait être clairement un avantage pour Mercedes. Il s'est pas réellement vu à partir du dernier tour, où là les Mercedes ont vraiment pu prendre de l'élan. Mais je pense que c'était plus à cause des pneus que du moteur à ce moment-là. Ouais. Mais donc est-ce que va réellement y avoir un avantage pour une des deux écuries? C'est moins sûr, parce qu'il est sinueux, mais il y a quand même de belles lignes droites pour des Mercedes. Donc ça va être compliqué, ça va surtout jouer plus au pilote, je pense, qu'au tracé cette fois-ci, avec les dépassements. Et il fait un peu peur ce Grand Prix, parce que vu celui qu'on a eu ce week-end, où il y a eu beaucoup de contacts, de combats, ça risque d'être un peu pareil, avec Hamilton et Verstappen qui vont absolument vouloir le titre. Mais à quel prix? Et c'est là que va être la question. On l'a vu lors du 3e départ, un dépassement magnifique par l'intérieur de Verstappen sur Hamilton. Sur Hamilton et Ocon, il me semble. Et Ocon, bien sûr. Et la semaine prochaine, tu l'as dit, il y aura toute cette compétition dans la course. Il y a aussi tous les écarts de stratégie avec les pit stops ou quoi. Où je pense que, et tu vas me dire ton avis aussi, mais lorsque Red Bull va à tout prix chercher, même s'ils partent en 2e ou que dans la course ils se retrouvent 2e, peut-être anticiper pour quoi qu'il arrive, essayer à Red Bull d'être premier et de gêner un dépassement et de provoquer une sorte de dépassement qui serait peut-être litigieux ou quoi. Enfin, il peut y avoir bataille aussi comme ça. Peut-être Bottas-Perez qui vont vraiment dire leur mot le week-end prochain. Ils sont... C'est possible. Peut-être, hein. C'est possible que cette fois ils aient un beaucoup plus gros rôle et ils vont, ça va être des directives pour eux, je pense. C'est sûr. Leur rôle, ça va être de faire tampon ou alors de gêner vraiment, peut-être un peu plus offensivement et un peu plus brutalement. Après, je pense que la FIA va être très attentive à ça. Ça m'étonnerait qu'un Bottas rentre dans un Verstappen dès le début ou un Perez pour Hamilton. Mais ça, j'espère pas. Un Verstappen, s'il est devant à quelques moments de la course, le dépassement d'Hamilton sera jamais facile parce que ça va être une bataille sur plusieurs tours. Voilà. Et on est quand même sur 2 très très bons pilotes, les meilleurs actuels. Donc ils ne se laisseront pas faire, que ce soit derrière ou devant. Ils vont défendre très dur, ils vont attaquer très très dur. Et c'est là qu'on risque le plus d'avoir un accrochage aussi, donc on n'espère pas. Mais c'est possible. Donc on va voir ça le week-end prochain, mais ça va être un très très beau Grand Prix, c'est sûr, parce qu'une égalité parfaite au début. Donc tout va jouer sur cette course-là. Ça va être très beau. En plus, le circuit d'Abu Dhabi est très très beau à regarder. De nuit. Il est très beau à regarder. Donc, puis déjà un premier match sur la grille de départ aussi. Il y aura déjà ça, hein. Forcément. Leur place sur la grille de départ et la place de Bottas et Verstappen va être très importante cette fois-ci. Pour finir cette partie Formule 1, lundi prochain nous serons là pour débriefer un peu de la saison et puis de ce Grand Prix là. On aura un vainqueur. Si vous deviez vous mouiller en étant le plus objectif possible, lequel selon vous va finir champion du monde? Ouais, je vais commencer. Moi, je suis team Verstappen, mais malheureusement, je le vois. Enfin, ce serait trop beau pour Verstappen, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'Hamilton, il est sur la lancée et j'ai l'impression que c'est dur à imaginer. Il était sur la lancée, il s'est peut-être un petit peu fait refroidir ce week-end, Hamilton, parce qu'il a eu plus de concurrence qu'il le pensait, je pense. Ouais, mais je sais pas, moi je le sens mal pour Verstappen au final. Mais après, j'ai eu grand espoir pour Verstappen. Mais moi je mets Hamilton quand même. Je pencherais plus pour de l'autre côté. Parce que, c'est marrant ça. C'est marrant. C'est quand même marrant ça. Au final, mais parce que je pense que Verstappen est, comme on l'a vu dans ce Grand Prix là, plus agressif, et peut-être forcément plus dangereux, mais plus agressif, plus combatif. Donc il risque d'aller un petit peu plus loin qu'Hamilton. Hamilton va, avec son expérience aussi, se dire là c'est un peu trop dangereux, il y a trop de risques, on va mettre un peu d'écart, là où Verstappen accélérera encore plus. C'est peut-être ce qui va faire la différence, mais peut-être aussi exactement ce qui va mettre Verstappen dans le mur ou en out. Donc c'est très dur à dire en début de Grand Prix. C'est sûr, Hamilton est sur une très bonne lancée, mais Verstappen a été bon tout le long de l'année, donc il lâchera pas au dernier Grand Prix, on le sait. En espérant quand même que la finale soit pas gâchée par un fait de course ou par un crash, ce serait dommage quoi. C'est pas ce qu'on va voir. Verstappen, tous ses prises de risque lui ont valu quand même ses points de pénalité. C'est à la prise de risque. C'est peut-être là où Lewis Hamilton va juger ce qui est bon, pas bon de faire à tel moment. Il se laissera pas faire parce que il est 7 fois champion du monde, c'est pas pour rien. C'est quand même un énorme compétiteur. Mais c'était un peu les regrets de Verstappen à la radio quand il est arrivé. Tout ça, c'est une affaire de règlement plus que de course. On cherche trop à mettre des pénalités. Alors c'est la frustration qui parle, mais évidemment, faut faire attention à ça, Verstappen, parce que il peut, dans un virage un peu trop serré ou en tassant trop Lewis, se mettre lui-même dans... Et on n'a pas envie de voir une victoire avec Verstappen devant, Hamilton en 2, 10 secondes de pénalité pour Verstappen, Hamilton en 1, c'est pas... On a envie que ça se fasse sur la ligne d'arrivée, pas sur les points après.
Mais c'est sûr que si on a Verstappen qui est tout le long devant et puis Hamilton en chasse-patate derrière pendant 40 tours, il y a un moment où Verstappen il peut peut-être vouloir en mettre un peu trop ou vouloir le taquiner un peu trop aussi, puis ce serait dommage quoi. Quoi qu'il arrive, le gagnant de cette course, en tout cas, il faut finir devant l'autre. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'autre stratégie, pas d'autre scénario. Pour que l'un emporte sur l'autre, il va falloir finir devant son ennemi juré. Donc rendez-vous lundi pour le débrief de cette émission-là avec Johan et Gauthier. On va refermer cette page Formule 1 et puis on va parler de l'actu NBA de la semaine tout de suite. Pulls up, three-pointer. Bang! Bang! It's good! Wins the game at the buzzer! De retour, du coup, nous sommes sur la NBA. Une semaine historique en compagnie de Hugo. Bonsoir Guillaume, bonsoir tout le monde. Nous avons une semaine historique, je disais. Suns qui est venu battre le record de leur franchise. 18 victoires consécutives, avec une très bonne victoire, une victoire très forte contre les Golden State mercredi à 4h du mat, que j'ai suivi ça en direct. Donc on a vu une très bonne défense de Michael Bridges sur Stephen Curry, qui l'a très bien muselé. Je crois que Stephen Curry il termine avec 4 sur 15 au shoot, un truc comme ça. Par contre, comme je l'ai dit la semaine dernière, ils ont trop laissé Jordan Poole tout seul, et du coup Jordan Poole termine avec 30 points derrière. Et malheureusement, après derrière, ils confirment du coup leur série 18 victoires consécutives face à Detroit Pistons. Et derrière, je crois que c'est samedi du coup. Ils perdent face aux Golden State. Les Golden State mettent fin à leur série. Donc dommage, mais série très historique pour les Suns. C'était ce qu'il fallait faire, ne pas se planter avant Pistons. Ils l'ont fait, 18 victoires, record franchise. Je pense, juste pour dire, je pense que ils ont eu un problème sur Devin Booker, parce que Devin Booker se blesse le mercredi face au match 1 des Warriors, et je pense que ça a dû les faire reculer les Suns, parce que Monty Williams, le coach des Suns, comptait beaucoup sur Devin Booker. On sait que la dépendance au scoring de Devin Booker est très importante dans cette équipe, et je pense que ça a dû leur faire mal pour continuer cette série malheureusement face aux Warriors. Semaine historique aussi, pourquoi ? Parce que les Grizzlies ont atomisé le Thunder 152-79, 73 points d'écart, c'est du jamais vu en NBA. Jamais vu plus gros écart enregistré en NBA. Ça me fait bizarre de voir quand même une équipe de OKC prendre autant de points quand on sait que ça a été l'équipe de Westbrook, l'équipe de Durant, ça a été l'équipe de James Harden aussi, il a commencé là-bas. Il y a eu Chris Paul qui est passé dedans, il y a un joueur un peu moins connu, Schroeder, qui est passé dedans aussi. Donc ça fait mal de voir quand même OKC tomber aussi loin comme ça. Face à les Memphis Grizzlies qui ils ne leur ont pas laissé de cadeau. Sans Ja Morant en plus, sans Ja Morant, oui, il était blessé. Donc... Alors le Thunder aussi avait une hécatombe de blessures. On regarde le 5 majeur, on en connaît à peine. Mais bon, voilà, plus grosse défaite, elle est à mettre au crédit de l'histoire des Thunder. C'est vrai qu'en ce moment, là sur cette saison, dans toutes les équipes, il y a énormément de blessures, et il y a aussi des absents à cause de suspicion de Covid, de maladies, des choses comme ça. Donc c'est très compliqué pour tout le monde. Une équipe qui a bien réussi cette semaine, et ça va être un peu notre focus pour ce soir, c'est les Chicago Bulls. 3 victoires cette semaine pour Chicago. 133-119 d'abord face aux Hornets de Charlotte et de la Melo Ball, puis 2 victoires à New York donc face aux Knicks, d'abord 119-115 dans un magnifique match qu'il fallait suivre à 1h30 du matin, et puis face à Brooklyn, face aux Nets, premier de la conférence Est, 111-107. Du coup, au classement à l'ouest, en régie si vous voulez bien me le mettre, nous avons je vais me le mettre aussi comme ça. Nous avons toujours les Nets, mais qui a finalement seulement une défaite de moins que Chicago. Chicago vraiment incroyable cette saison, au-delà de nos espérances. Oui, ils ont fait je tiens à souligner, une remontée quand même assez spectaculaire, parce que la semaine dernière, ils avaient pris pas mal de défaites à la suite, et ils étaient redescendus 6e ou 7e dans le classement, et là ils retournent une nouvelle fois 2e. Donc franchement exceptionnel. On a vu un Nikola Vucevic très dominant, un DeMar DeRozan très dominant là aussi. Dans l'équipe de Chicago, c'est ça. Dans l'équipe de Chicago, Zach LaVine pareil. DeMar DeRozan, Zach LaVine quasiment à 30 points à chaque match. Nikola Vucevic fait un énorme taf
sous le panier pour les rebonds, donc incroyable. Franchement, il faut pas aussi effacer les stats de Lonzo Ball, même si malheureusement il n'est pas, je trouve, au même niveau que son frère Lamelo. Lamelo fait des stats énormes à Charlotte Hornets, mais il a encore du temps pour se développer, donc Lonzo Ball, en espérant qu'il se développe 12 points de moyenne quand même. Il se développe mieux face à ses Bulls. Et on a aussi Alex Caruso, acquisition cette année des Bulls, Alex Caruso, énorme, premier dans la saison pour les interceptions par match, donc franchement très bonne acquisition pour les Bulls. Peut-être dans la course au All-Star, mais peut-être au 6e homme de l'année ou pas, Caruso? Avec le Caruso Chicago Bulls en régie. Je vois tous les joueurs qui sortent, c'est bien au Chicago Bulls. Je pense Caruso cette année, je pense qu'il peut peut-être prétendre à un titre de 6e meilleur homme, parce que certes il a fait quelques fois titulaire, mais on voit souvent le 5 de départ changer, tourner entre Zach LaVine, DeMar DeRozan et Alex Caruso, donc je pense qu'il va plus il peut prétendre à un titre de meilleur 6e homme, parce qu'en sortie de banc il fait du bien quand Lonzo Ball sort ou quand Zach LaVine sort, donc il peut prétendre à ça. Si, pour finir sur les Chicago Bulls, l'une des raisons qui explique cette magnifique début de saison, 66% de victoire pour Chicago, c'est que DeRozan est le 4e meilleur marqueur de la ligue. C'est ça. LaVine est le 8e meilleur marqueur. C'est la seule équipe qui est en place 2 dans le top 10. Ils sont vraiment guidés par ce duo d'arrière exceptionnel. Alors on a parlé du reste de l'équipe, mais vraiment on a un DeRozan qu'on reconnaît pas, qui est méconnaissable. Toi qui suis les Spurs, c'est ça. Il a pas fait que des bonnes choses de Spurs. Là c'est le jour et la nuit ce joueur. Zach LaVine, on rappelle, champion de dunk, de concours de dunk 2015-2016. Le plus beau de l'histoire, c'est ça. La parenthèse. Contre Aaron Gordon. Et franchement, je pense ils ont eu une très bonne acquisition, les Bulls, quand ils ont trade de Minnesota. Et là, c'est la même chose avec DeMar DeRozan. Ils se complètent super bien, Zach LaVine et DeMar DeRozan. Et comme tu l'as dit, 4e leader en points par match, DeMar DeRozan. Et du coup, il est aussi cette semaine premier du lead de points inscrits en une saison, avec 633, et il est 2e derrière Kevin Durant en tant que leader de points, de tirs à 2 points marqués, avec Zach LaVine qui est pas loin comme derrière, comme tu l'as dit, 8e en leader par points par match, mais aussi 4e leader points en saison, avec 615 points marqués en une saison, et 3e juste derrière DeMar DeRozan sur le nombre de points marqués en une saison. Donc franchement, ils se complètent très bien, et je trouve qu'ils ont eu une très bonne acquisition ces 5 dernières années, là, les Bulls, avec LaVine, DeRozan, Lamelo Ball, Caruso et Vucevic. Incroyable, donc je pense qu'ils peuvent vraiment prétendre à une place de playoff sans passer par le play-in. Ok, bah tu réponds à ma dernière question. Ok, parce que c'est vrai que les prévisions au début les annonçaient entre la 10e et la 7e place pour les plus optimistes. Là, on a vraiment un Chicago qui peut taper le top 4 et l'avantage du terrain en playoff. C'est vrai que Chicago, enfin on les a souvent vus vers le bas de tableau. Depuis la blessure de Derrick Rose. Derrick Rose, il arrive 2009-2010, on se dit c'est bon, c'est renouveau pour les Bulls du temps de Michael Jordan, et malheureusement déception des Bulls. Et je pense que le changement s'est fait directement dès que Zach LaVine est arrivé. Il a commencé à mettre l'accélérateur, et dès qu'ils ont repris du coup DeMar DeRozan, comme j'ai dit, alors là consécration, ils ont monté dans le classement et peuvent vraiment prétendre à une place de playoff. On va finir sur la dernière rubrique, les joueurs du mois. Alors on a fait un sans faute la semaine dernière, Hugo, avec Devin Booker côté ouest et Trae Young côté est. On va essayer de faire un back-to-back. On va essayer. Du coup, à l'est, vu qu'en région on est sur DeMar DeRozan, on va commencer par lui. On en a déjà bien parlé sur la partie Chicago. Pour toi, c'est le contender, enfin le numéro 1 cette semaine. C'est ça, à l'est. Mais encore une fois, comme pour Devin Booker la semaine dernière et Trae Young, il fait des solides matchs à 30 points, il tourne à 30 points
cette semaine, sur les 2 points, sur les shoots de points, il est vraiment très bon là aussi. Et faut pas envier que même si là je parle beaucoup de points, etc., ça reste quand même un très bon couteau suisse, hein, DeMar DeRozan, très bon sur les passes, les rebonds quand il faut, quand il peut y aller, parce qu'on l'a vu jouer ailier fort, enfin des postes 4, 3. Quand il faut y aller, il est présent, donc franchement, pour moi, cette semaine, c'est DeMar DeRozan qui sera élu joueur de la semaine. Moi, je voulais en placer une pour Jason Tatum, même si je te rejoins hein, sur DeRozan, et vu qu'on parle des Chicago Bulls cette semaine, je pense qu'ils vont être mis à l'honneur. Mais il y avait tout de même Jason Tatum, 2 victoires, 1 défaite pour les Celtics, qui est toujours aux alentours de la 8e place, c'est sa 8e place pour les Boston Celtics. 31 points quand même, surtout 10,7 rebonds pour un Jason Tatum qui joue plus ailier fort cette saison. C'est ça. Mais voilà, et puis 3,7 passes décisives. Quand même, il y a eu des grosses perfs de Boston, 145 points à un match, 139 à un autre, et c'est dû en partie grâce à la bonne semaine de Jason Tatum. Totalement. À l'ouest, on va avoir Christian Wood avec les Houston Rockets. Alors toi tu vas nous parler juste après de Jokic. Christian Wood, pourquoi j'aimerais parler de Christian Wood? Parce que les Rockets qui étaient sur une victoire pour 17 défaites. C'est le pire bilan des Rockets, littéralement. Ils viennent d'enchaîner 6 victoires consécutives. Pour les derniers, c'est juste énorme. Il y a 3 victoires du coup cette semaine, avec 22 points de moyenne pour Christian Wood, 14 rebonds, donc un gros double-double pour Christian Wood. Là il se réveille en ce moment, et franchement c'est incroyable. Enfin, on parle des Rockets, mais toutes les équipes qui étaient en bas de tableau commencent à se réveiller. New Orleans Pelicans commencent à se réveiller, les Magic commencent à se réveiller. Il y a toutes les équipes du bas de tableau qui sont en train de... Ça prend quelques wins, de surprendre les meilleures équipes, et on l'a vu, pour revenir sur Golden State, on l'a vu. Ils ont perdu face aux Spurs là, il y a 2 jours, même pas. Donc franchement, très impressionnant. Et je m'attendais pas du tout à ça, de voir une remontée aussi fulgurante des Rockets dans ce classement à l'ouest. Et pour finir, du coup, tu vas nous parler du Joker, Nikola Jokic. Du coup, Nikola Jokic qui revient de blessure après avoir loupé 4-5 matchs. Et je pense vraiment... On peut pas vraiment douter que cette semaine il sera meilleur joueur à l'ouest, parce que il termine avec 24 points face au Heat, 18 points face au Magic, 32 points face au Knicks, et surtout une bête au rebond. Il faut savoir que même si il fait pas autant de rebonds que Rudy Gobert, il est quand même là en ce moment deuxième au leader de rebonds par match, derrière Rudy Gobert. Qui part encore Rudy Gobert sur un autre trophée du meilleur rebondeur. Mais je pense que Nikola Jokic est vraiment pas très loin derrière ses talons. Il est à 13-6, et Gobert il doit être à 13-7, 13-8 par match. Et franchement, là, cette semaine, pour moi, Nikola Jokic, il n'y a pas de doute, ce sera lui qui va être joueur de la semaine à l'ouest, parce que comme je l'ai dit, il revient de blessure après 4 matchs loupés, et il nous sort... des stats comme s'il n'avait pas du tout eu de blessure, comme s'il n'avait pas fait de pause, donc incroyable. On aura nos résultats demain, vu que c'est les mardis. C'est ça. Donc nous verrons cela demain si on a été bon. Merci beaucoup Hugo. On va passer sur la dernière partie de l'émission. On va parler football, on va revenir sur les 5 grands championnats, et puis une prévision de la dernière journée de Champions League. Générique. Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard. Donc je suis en compagnie, comme la semaine dernière, d'Emeric et Bakary. Salut les gars. Salut à tous, bonjour Guillaume. On va faire un point sur les classements. Je vais essayer d'être assez synthétique parce qu'il y a eu beaucoup de choses. On va commencer par la Ligue 1 du coup. Avec le match d'hier soir, c'était Bordeaux-Lyon. 2 buts partout, un nul qui arrange personne, puisque Lyon est 12e du championnat et Bordeaux 17e, égalité avec le premier relégable Clermont. Après 11 matchs sans succès, Brest est sur 6 victoires consécutives. Les Bretons qui viennent gagner au Vélodrome à Marseille 2-1, qui viennent un peu se repositionner dans le ventre mou, mais qui sortent quand même de cette zone un peu dangereuse. Les Marseillais qui étaient sur 7 matchs sans défaite avant du coup la réception de Brest.
Puis Lens PSG, un but partout. Égalisation à la 92e minute de Wijnaldum. Voilà, un PSG qui a du mal cette saison malgré le classement, hein, quand même, qui a 11 points d'avance sur le deuxième. Mais ils ont du mal à nous convaincre un peu, ce PSG, toujours en dents de scie. Saint-Etienne se prend une manita par Rennes, 5 buts à 0 à domicile avec un triplé notamment de Terrier. Et puis Nice se fait surprendre aussi à la maison, 3 buts à 0 face à Strasbourg. Donc au classement, Rennes reste deuxième. On a Monaco qui réapparaît après leur victoire ce week-end dans les premières places du classement. Ils sont plus très loin des places européennes. Et puis PSG qui domine toujours en Ligue 1. En Angleterre, on a parlé la semaine dernière de Chelsea, Manchester United. On attendait un sursaut d'orgueil de Chelsea face à la surprise du début de saison West Ham. C'est finalement West Ham qui vient renverser après avoir été mené 2 buts à 1. 3 buts à 2 pour West Ham qui se rapproche de Chelsea. Devant, Manchester et Liverpool passent devant avec une victoire 1 but à 0 de Liverpool face à Wolverhampton et 3 buts à 1 de City face à Watford. Crystal Palace va perdre face à Manchester United qui va faire le strict minimum pour se rapprocher. Et ce soir, en attendant, Everton-Arsenal. Du coup, au classement, on l'a dit, Manchester-Liverpool passe devant Chelsea, Tottenham se rapproche, tout comme Manchester United. Je continue avec la Liga. Parce que la Liga, voilà, je souffle un peu. Le Real perd Benzema, mais garde la tête et puis même prendre l'avance. Real Madrid 2-0 face à Real Sociedad. Barça concède sa première défaite sous l'ère Xavi. Défaite 0-1 à domicile face au Betis Séville. En Italie, Milan, l'Inter et l'Atalanta gagnent dans une Serie A très serrée avec 4 points seulement qui séparent le premier du quatrième. Il y a 2 championnats en un, parce que derrière, gros écart entre l'Atalanta et la Juve. 34 points pour l'Atalanta, 27 pour la Juve. La Juve qui gagne face au Genoa dans ce deuxième championnat avec la Fiorentina, la Roma, la Lazio. Et puis on va finir en Bundesliga, parce que c'est le championnat sur lequel on s'est intéressé cette semaine. Leverkusen fait carton plein face à la lanterne rouge Greuther Fürth. 7 buts à 1. Quadruplé de Patrick Schick, la révélation de l'Euro avec la République tchèque. Fribourg qui est 4ème atomise aussi Mönchengladbach 6-0. Mais le match qui nous a intéressés, messieurs, c'était le Klassiker entre Dortmund et Bayern Munich. Un seul point d'écart avant la rencontre. Et finalement, c'est le Bayern qui s'impose, Bakary. Ouais, le Bayern qui s'impose. Dortmund, ils ont fait un très beau match quand même. Mais il faut avouer que le Bayern, sur ce match, était quand même au-dessus. Malgré des bonnes prestations de notamment Erling Haaland, qui a mis un très beau but d'ailleurs. Ouais. Et on va dire que le Bayern, ça restera toujours le Bayern, quoi. Ils ont une armada. Ils ont une C'est une armada. stabilité devant, derrière. Collectif, il n'y a rien à dire sur eux. Moi, avant le début du match, j'étais plutôt pour Bayern en termes de jeu et de résultats. Et bon, j'ai pas été déçu. En tout cas, c'était un très très beau match qu'on a eu avec des buts. On s'attendait à beaucoup de buts, on a eu des buts et franchement, je suis très content de ce week-end. Il y a eu des buts magnifiques. Le premier a un rythme très, très important dès le départ, avec d'abord Julian Brandt qui dès la 4e minute marque. Réduction du score peu après de Lewandowski. Toi, Emric, qui regarde pas de la Bundesliga un peu comme moi, c'est d'ailleurs chaque semaine, là on a pris du plaisir devant ce classique. C'était un beau match, franchement. Devant, dès le début, on s'est mis dedans. Enfin, les buts aux premières mi-temps ont fait en sorte que ça rythme le match dès le début. Et puis on a vu des beaux joueurs, justement, quand on parle de Julian Brandt, il a fait un très beau match avant de sortir sur blessure. Mais franchement, c'était beau à voir. Et comme quoi, par exemple, Lewandowski, avec qui, du coup, c'est 16e but qu'il a marqué là sur ce match. 15e et 16e voilà. but, ouais. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. C'est sûr que là, on a pris du plaisir à regarder ce match. On attendait le duel Haaland vs Lewandowski. On a été servis, les deux ont répondu présent, Bakary. Ouais. Les deux ont répondu présent, les deux ont marqué. Bon, il n'y a rien d'autre à dire à part que c'est 2 gros attaquants, ils sont monstrueux. Lewandowski avec un peu plus d'expérience et Haaland qui est un peu plus jeune, mais qui prouve déjà. C'est incroyable déjà ce qu'il fait à son âge et
j'espère qu'il va continuer comme ça tout le reste de la saison. Ma question, si vous devez un peu vous mouiller, est-ce qu'on n'a pas là les 2 meilleurs buteurs d'Europe en la personne de Haaland et Lewandowski? Alors on peut aller regarder du côté de la première ligue, les Benzema, les Lukaku, tous ces joueurs-là, mais intrinsèquement et à l'heure actuelle, est-ce que Haaland et Lewandowski sont pas les 2 meilleurs buteurs en Europe, selon vous? Comme ça à chaud là. En vrai, ils en font partie. Ouais. Mais je sais pas si c'est les meilleurs buteurs. Parce que quand on voit quelque chose, Benzema ou quoi, je pense que ça joue peut-être entre Benzema, Lukaku. Les deux, je pense qu'il y a toujours un ventre mou, même en haut du classement, qui fait que par période, il y en a un qui prend le devant par rapport à l'autre. Ok. Ouais, mais c'est sûr qu'ils sont dans le top. Ils sont réguliers en tout cas. Ouais, ils sont réguliers, c'est sûr. Haaland et Lewandowski, toi ton avis là-dessus? Bon, à mon avis, c'est la Bundesliga, donc c'est un championnat quand même assez relevé. Oui. C'est 2 très bons attaquants. Mais je pense on oublie aussi des joueurs comme Mohamed Salah, quand même, qui a fait une saison, pour moi, actuellement, c'est le meilleur joueur en termes de statistiques. Il marque, il fait des passes des meilleurs buteurs et un des meilleurs passeurs, il me semble. Et surtout dans le championnat le plus compliqué du monde. Donc en termes de finisseurs, Lewandowski et Haaland, certes, sont de très gros joueurs, mais il ne faudra pas oublier certains joueurs comme ça là, qui sont dans des très très bonnes performances en ce moment. On va passer à la Ligue des Champions maintenant. Haaland et Dortmund qui vont devoir quand même batailler pour se qualifier. Dans le groupe C, du coup, l'Ajax est d'ores et déjà qualifié avec 15 points. 5 victoires pour les hommes de Sébastien Haller. Dortmund est en ballottage défavorable parce qu'ils sont 3e avec 6 points. Ils devront à tout prix gagner face au Beşiktaş, tandis que le Sporting Club Portugal devra perdre face à l'Ajax. Donc pour vous, Dortmund ou Sporting Club Portugal au vu de ce classement se qualifier? J'ai vraiment espoir pour Dortmund. Je pense qu'ils vont gagner contre Beşiktaş. Ça c'est une certitude. C'est une certitude. Après, il faut voir le deuxième match. Parce qu'on n'est jamais à l'abri de surprise. Ajax qui a plus rien à jouer, qui est sûr d'être premier. Là, c'est à eux de choisir qui va passer en fait. Ouais. C'est tout. Et bon, après on a le Sporting Portugal, que ça doit être historique pour eux de continuer dans cette aventure. C'est vrai. On n'a pas souvent l'habitude de les voir passer les poules d'ailleurs. Donc franchement, au vu de la saison de Dortmund, j'espère qu'ils vont passer parce qu'ils ont un peu de mal, mais je pense que quand même que le Sporting Portugal a quelque chose à jouer quand même. Et moi, mon avis, il va vers le Sporting Portugal pour l'instant. Groupe D, finale pour la première place entre le Real et l'Inter Milan, tous deux en étant sûrs d'être qualifiés. Quand même, il y a 12 points pour le Real et 10 pour l'Inter. L'Inter, s'ils vont gagner face au Real de 2 Benzema blessés, peuvent aller chercher la première place d'un groupe. Ils avaient été éliminés 4e l'année dernière en Ligue des Champions. Cette année, ils peuvent aller chercher la première place. Comment vous voyez cette match-up? Qui est favori? Après, ils perdent Benzema, le Real. Ouais. Après, en soi, je pense que ça va être un beau match. C'est Real Madrid. Ouais. Oui, c'est Real Madrid. Oui. Je pense que ça va être un beau match parce que ce qu'on a vu entre le Real et Milan, l'Inter. Du coup, là, à ce moment-là, ils sont à peu près au même niveau. Je pense que ça va donner quelque chose de propre. Moi, j'ai envie de suivre ça, franchement. Ok. Oui, vas-y. Et je pense plutôt pour le Real au fin de compte, avec ce qu'on a vu justement au dernier match, même sans Benzema. Voilà. Bah, moi, je suis un petit peu du même avis que lui, car le Real, faut dire que quand même, c'est une équipe qui a l'habitude de la Ligue des Champions. Ouais. Et c'est fou de dire ça, mais c'est quand même l'une des meilleures équipes du monde, malgré qu'ils ont quelques difficultés sur certains matchs. Et je pense que l'avantage va au Real pour la première place. Malgré qu'il n'y ait pas Benzema, on reste avec un très grand Vinicius. Et je pense que ça va le faire pour le Real. Dans le chat, on nous dit que Dortmund est déjà sûr d'être éliminé. Il nous dit, alors c'est Maxence qui nous dit non, ils sont éliminés, Dortmund dit leur Baka. Salut à toi Maxence. Franchement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être compliqué pour Dortmund. Moi en tout cas, comme je l'ai dit, mon avis va vers le Sporting parce que ce qu'ils ont produit cette saison en Ligue des Champions, ça suffira pas. Ça suffit même pas du tout pour l'instant, pour moi. Ok.
Vérifiez les gars, c'est confrontation directe, mais je crois pas que ça soit confrontation directe, c'est toujours la différence de but. Alors en cas d'égalité à la différence de but, c'est la confrontation directe, voilà. Mais du coup, suivant si les résultats sont différents, on peut se tourner, mais avant ça, c'est quand même, si je dis pas de bêtises, hein, mais il me semble que j'avais vérifié en plus, c'est bien la différence de but qui prime. Dans le groupe E, pour qu'on continue un peu, on vous fait un peu tous les groupes où il y a encore de l'enjeu. Groupe E, un Barça en danger, parce que Barcelone est certes deuxième, mais va tomber face au Bayern Munich, qui, selon Thomas Müller, a dit qu'il attendait le Barça pour leur montrer que c'était un collectif qui primait sur le rôle des superstars, juste après la déclat par rapport à Lewandowski qui a pas eu le ballon d'or. Tandis que le Benfica vont affronter le Dynamo Kiev. Si Benfica gagne et que le Barça perd, c'est Benfica qui y va. Est-ce que Barça peut aller chercher le Bayern selon vous ou c'est chaud? Je pense que ça va être chaud. Honnêtement, le Barça qui vient de changer de coach, qui a perdu ce week-end, qui est en construction contre le grand Bayern, même s'ils n'ont plus rien à gagner, ça reste le Bayern. Et on sait très bien que les rencontres entre le Barça et le Bayern, on sait ce que ça donne. On l'a vu au match aller, le Barça on fait 0 tir cadré. Je pense que là, ça va être très compliqué d'aller chercher quelque chose pour le Barça. Bon, autant se réconforter avec l'Europa League pour eux, cette année en tout cas. Parce que, au vu des performances actuelles, ils n'ont pas encore le niveau pour aller assez loin en Ligue des Champions. On a vu, ils sont distancés en championnat, ils sont 7ème à... je regarde, ils ont 23 points, le Real en a 39. Il y a déjà quasiment plus rien à jouer si ce n'est la qualification en Ligue des Champions. Tu as dit une Ligue Europa peut être un bel objectif pour eux, sachant que le gagnant de la Ligue Europa ça s'offre un billet en Ligue des Champions, qui plus est en plus en chapeau 1. Donc finalement, est-ce que c'est pas là qu'il va falloir aller jouer du côté du Barça cette saison? Déjà, essayer de se battre quand même un peu contre le Bayern pour voir quelque chose. Pour essayer de gratter justement la Ligue des Champions, ce serait un peu bête, mais c'est sûr que quelque chose à jouer en Ligue Europa. Groupe F, une finale pour la deuxième place. Alors c'est pas le match le plus waouh de cette soirée et de cette dernière journée de Ligue des Champions. C'est l'Atalanta face à Villarreal. L'un comme l'autre sont 6 et 7 points respectivement. L'un des deux va s'offrir le billet pour la deuxième place de leur groupe. Atalanta ou Villarreal, selon vous, ces deux équipes qui sont pas mal en championnat. Non, j'ai une bêtise, Villarreal est pas terrible en championnat. Ils sont 13e il me semble. Et l'Atalanta, il reste sur 2 gros matchs contre la Juventus et Naples. Donc 2 belles victoires, pardon. Et pour moi, mon avis va vers l'Atalanta aussi, car ils sont sur une bonne dynamique. Et je trouve qu'ils ont eu quand même une assez bonne expérience de la Ligue des Champions sur les années passées. Ils ont fait des belles prestations. Et je pense que cette année, ils vont quand même Villarreal, qui est plus une équipe d'Europa League pour moi. Et je pense que ça va se jouer comme ça. L'Atalanta va aller au 8ème. Poule B, la poule la plus ouverte finalement, parce que 3 équipes là peuvent se qualifier. On a Milan qui reçoit Liverpool et Porto qui reçoit l'Atlético. Liverpool est d'ores et déjà qualifié premier de la poule, 5 victoires en 5 matchs. Ils avaient déjà envoyé l'équipe B lors du dernier match face à Porto, ils avaient quand même gagné. Là, face à Milan, lors d'un déplacement, ça va être sûrement aussi une équipe très remaniée. Porto a son destin entre les mains, puisqu'ils ont quand même un point d'avance au classement face à Milan et l'Atlético. Porto peut aller chercher l'Atlético, ou l'Atlético a l'expérience, je posais la question à Emeric d'abord, va s'arracher et... Après, l'Atlético, en ce moment, j'ai pas l'impression que ce soit fou. En Ligue des Champions, c'est pas terrible du tout. C'est pas fou du tout. Du coup, même en championnat, dernièrement, les matchs qu'ils ont fait, c'était pas... Ils sont 4ème. Ils sont 4ème. Je sais plus trop... Ils étaient 2ème la semaine dernière quand on a fait l'émission. Là, ils ont enchaîné deux défaites. Ouais, c'est ça. Contre Maillard. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça, le moral, je pense pas qu'il soit là. Et peut-être que Porto, s'ils ont la niaque, c'est possible qu'ils aillent chercher l'Atlético. Moi, j'y crois, je pense. Milan comme Porto vont être portés par leur public. C'est 2 gros publics bien chauds en Europe. Les 2, en cas de victoire, peuvent aller chercher la Ligue des Champions. Donc, avantage aux équipes à domicile, selon toi, Bakary? Avantage aux équipes à domicile, certes. Mais il faut dire aussi que l'Atlético a l'expérience des années précédentes, comme j'ai dit pour le Real. Et je pense que
je sais pas si Porto aura, comment dire, les ressources nécessaires pour finalement battre cet Atlético et avoir sa place. Franchement, sur ce match, je vois quand même bien le nul, mais je reste quand même, mon avis va quand même vers l'Atlético pour ce match. Et du coup, qui se qualifie? Alors, Milan qui profite de ce nul et qui du coup passe deuxième, ou Porto qui fait le taf face à l'Atlético, ou alors du coup Liverpool qui bat Milan et l'Atlético qui bat Porto, et à ce moment-là, c'est l'Atlético qui passerait. Qui se qualifie avec Liverpool selon vous? Honnêtement, ce groupe-là, il est compliqué. En fait, ouais, c'est ça. Très compliqué. En fait, ça va se jouer surtout au niveau de Liverpool. Faut voir l'équipe qu'ils ont mis d'ailleurs pour le Milan, parce que en soi, les Milan chez eux, je pense que ça peut être pas mal. Surtout que, comme tu l'as dit précédemment, il y a le public, c'est-à-dire que ça va vraiment les aider. Et surtout qu'ils sont sur une dynamique de 2 matchs de victoire d'affilée, il me semble. Donc je pense que le Milan a quelque chose à jouer, mais ça reste Liverpool. Donc moi, je préfère pas me prononcer sur ce groupe. Ok, on va parler du dernier groupe avec de l'enjeu et les Lillois. Maxence qui me dit voilà, mais du coup ça passe parce que s'ils ont gagné 3-1 au retour, Dortmund. Voilà, mais du coup ça passe pas parce qu'ils ont gagné 3-1 au retour, Dortmund ils ont gagné 1-0 à l'aller, donc quoi qu'il arrive, le Sporting passe. Ah, ok. Bon, Merci, on verra. Maxence. Moi je pense que si Dortmund bat 5-0 le Beşiktaş et que Sporting prend 5-0 face à Ajax, c'est quand même... Enfin, je sais pas, j'ai pas bien compris. Après, là, faudra voir, on vérifiera, peut-être sur les réseaux sociaux on donnera le mot de fin à cette discussion. Dernière poule, la poule G, Wolfsburg, Lille en Allemagne, un match importantissime parce que tout n'est pas joué dans cette poule très ouverte de base, avec 4 équipes qui se valent beaucoup. C'est Salzbourg et Séville l'autre match. Toi qui es supporter lillois, Bakary, comment tu vois cette rencontre et le dénouement de cette poule? Franchement, tout en étant objectif, je suis plutôt confiant pour les Lillois. Parce que finalement, là, ils sont dans une série de 6 matchs consécutifs sans défaite. Ils ont fait des belles prestations, surtout à l'aller contre Wolfsburg, qui avait eu un carton rouge. Et franchement, la victoire, si on avait été plus concret dans notre dernière passe et nos occasions, je pense qu'on aurait pu gagner ce match. Et franchement, Lille, au vu des prestations qu'ils ont fournies, surtout contre Séville, je trouve qu'ils ont fait de très beaux matchs et je pense qu'ils vont battre Wolfsburg qui est sur une série noire en ce moment. Avec, il me semble, 4 défaites sur leurs 5 derniers matchs et un nul. Ils sont quand même 8e au classement de Bundesliga, donc tout est relatif, sachant que Lille est dans le ventre mou de la Ligue 1. Aussi également. Donc, c'est pour ça que je me dis que Lille, ça va pas trop en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, ça va un peu mieux. Donc je me dis que peut-être qu'ils vont tout donner dans la Ligue des Champions, quitte à avoir la Ligue 1. Oui, il se passait la Ligue 1. Voilà. Pour toi, Lille-Wolfsburg, dénouement favorable? Faut savoir que j'ai fait mon petit calcul avant de venir. Et je me suis dit, franchement, il y a des grandes chances que Lille passe, que ça soit premier ou deuxième. Parce que peu importe, par rapport au score, justement, je sais plus ce que c'est le match à côté. C'est Séville-Salzbourg. Voilà, donc suivant qui gagne, au final, le nombre de points, ça joue et franchement, c'est, je sais plus combien, mais Lille a grande chance d'être deuxième si jamais l'une des deux équipes gagne. C'est ça, c'est Lille est à 8 points premier, et ensuite points Salzbourg et Séville ont 7 et 6 points, quelque chose comme ça. 7, 5, 6, je crois que ça fait. Donc un nul serait favorable, c'est ça, hein. Un nul serait favorable à Lille, une défaite, il y a un peu près de cas de figure. En gros, c'est si Lille gagne ou fait match nul, ils passeront. Ouais, c'est ça. Et bon, s'ils perdent, ça dépendra des résultats de Salzbourg. C'est ça, faudrait que Wolfsburg gagne contre Lille et qu'à côté, ça soit Salzbourg qui gagne Séville. C'est ça. Quelque chose comme ça. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Bakary et puis à Aymeric. Merci à toi. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine, donc avec un gros focus quand même Formule 1 parce qu'on aura tout un débrief à faire, mais on n'oubliera pas non plus le foot, la NBA et le rugby. Merci à tous, cette émission sera en replay dès demain sur YouTube. Passez une bonne soirée et puis ciao. Bubble bath, call my name.
once, and mama thinks